En 2025, des millions de personnes ont été stupéfaites par des vidéos virales affirmant que César Milone, le dog whisperer de renommée internationale, avait été condamné à la prison à vie. L'histoire s'est répandue à une vitesse incroyable sur YouTube, Facebook, TikTok et d'innombrables autres plateformes de médias sociaux, laissant les fans de longue date choqués, confus et désespérés de savoir ce qui s'était passé. Les titres semblaient convaincants, la narration était dramatique et les vidéos semblaient soigneusement produites. Il n'y avait qu'un seul problème majeur dans toute cette histoire, elle était complètement fausse. Bien qu'elle n'ait aucun fondement factuel, la rumeur a pris énormément d'ampleur et a atteint un public du monde entier. Sa popularité a révélé quelque chose d'inattendu sur l'Internet moderne, où les récits émotionnels voyagent souvent beaucoup plus vite que les informations vérifiées. Cependant, derrière cette peine de prison fabriquée de toutes pièces se cache une histoire bien réelle remplie de procès, de controverses, de revers personnels, de difficultés financières et de moments douloureux qui ont presque changé à jamais le sens de la vie de César Milone. Cela soulève une question importante: pourquoi tant de gens ont-ils été si prompts à croire un mensonge? Et que s'est-il réellement passé tout au long de sa remarquable carrière? Avant d'examiner la vérité, il est utile de comprendre pourquoi cette fausse histoire a connu un tel succès. Au cours des premiers mois de 2025, plusieurs organisations indépendantes de vérification des faits ont enquêté sur les allégations selon lesquelles Milone avait été condamné à perpétuité. Toutes les enquêtes aboutissent exactement à la même conclusion. Il n'y avait aucun dossier judiciaire, aucun acte d'accusation criminelle, aucun rapport d'arrestation, aucune photographie d'arrestation, aucun document de condamnation et aucun organisme de presse crédible ne rapportait quelque chose de similaire. Chaque élément de preuve supposé a tout simplement disparu au moment où les chercheurs ont tenté de le vérifier. Les créateurs des vidéos virales se sont appuyés sur la présentation plutôt que sur la preuve. Ils ont combiné une musique de fond dramatique, des voix off émotionnelles, des images d'archives de couloirs de prison, d'intérieur de salles d'audience, de véhicules de police et de menottes, avec des photographies et des clips vidéo sans rapport de Milone pris lors d'apparitions publiques légitimes. En éditant soigneusement des éléments sans rapport entre eux, ils ont créé l'illusion que les téléspectateurs regardaient des événements documentés plutôt qu'un récit entièrement fictif. Pour quelqu'un qui parcourait avec désinvolture les médias sociaux, la production semblait suffisamment convaincante pour suspendre son incrédulité. La réalité qui se déroulait exactement au même moment racontait une histoire complètement différente, alors que des vidéos prétendaient faussement qu'il se tenait devant un juge ou assis derrière les barreaux d'une prison. César Milone communiquait activement avec des millions de followers sur son compte Instagram vérifié. Il a continué à annoncer de nouveaux programmes éducatifs, à filmer du nouveau contenu, à interagir avec les fans, à promouvoir les événements à venir et à élargir son adhésion de coach en ligne. L'homme qui entamait soi-disant une peine d'emprisonnement à perpétuité poursuivait en réalité sa carrière professionnelle exactement comme il l'avait toujours fait. Ce qui a rendu cette tromperie particulièrement efficace, c'est qu'elle mélangeait des faits authentiques de la vie de Milone, avec des affirmations entièrement fictives. Les vidéos faisaient référence à son passage illégal de la frontière mexicaine des décennies plus tôt, mentionnaient sa période de sans-abri après son arrivée en Californie, et faisaient brièvement allusion à plusieurs véritables litiges juridiques survenus tout au long de sa carrière. Ces vrais détails ont créé juste assez d'authenticité pour rendre la conclusion fabriquée crédible. Les téléspectateurs qui se souvenaient vaguement d'avoir entendu parler de procès impliquant Milone confondaient souvent ces litiges civils légitimes avec une condamnation pénale imaginaire. Cette confusion met en évidence la façon dont la désinformation se propage si efficacement en ligne. Les canulars réussissent rarement en inventant tout à partir de rien. Au lieu de cela, ils mélangent des fragments de vérité, des souvenirs incomplets et des récits émotionnels, jusqu'à ce que le public commence à se souvenir de la fiction comme s'il s'agissait d'un fait. La prétendue condamnation à perpétuité est entièrement fabriquée et a été réfutée à plusieurs reprises par de nombreuses organisations dignes de confiance. Pourtant, cela continue de refaire surface parce que les algorithmes des médias sociaux récompensent les contenus sensationnels qui génèrent l'indignation, la peur et la curiosité, tandis que relativement peu de gens prennent la mesure supplémentaire de vérifier ce qu'ils viennent de regarder. Une fois la rumeur sur la prison écartée,
l'attention se tourne naturellement vers les véritables questions juridiques qui sont devenues le fondement de tant de désinformation. Contrairement aux allégations criminelles fabriquées de toutes pièces, ces cas sont minutieusement documentés, accessibles au public et beaucoup moins dramatiques que ne le suggèrent les rumeurs sur Internet. Elles impliquent des poursuites civiles, des désaccords contractuels et des enquêtes officielles plutôt que des poursuites pénales. Comprendre ces distinctions est essentiel, car elles changent complètement la donne. L'un des premiers litiges juridiques documentés a émergé en 2006 lorsqu'un producteur associé à la série télévisée Dog Whisperer a intenté une action civile, alléguant que son chien avait été blessé lors d'une séance d'entraînement et avait nécessité des soins vétérinaires coûteux. Le procès a attiré l'attention car il est devenu la deuxième plainte déposée contre Milan au cours de la même semaine. Même si les gros titres ont brièvement amplifié la controverse, l'affaire a finalement suivi un chemin juridique très familier. Les deux parties ont négocié en privé et sont parvenus à un règlement en 2007, mettant fin aux différends sans aucune accusation pénale, condamnation ou aveu d'actes répréhensibles. Plusieurs années plus tard, une autre contestation judiciaire est apparue. En 2015, une infirmière a engagé une procédure civile après avoir été blessée lors d'une attaque de chien dans un établissement lié aux opérations de formation de Milan. Le procès faisait état d'un préjudice physique important et demandait une indemnisation auprès du système judiciaire civil. Cependant, au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait et que les preuves étaient examinées, César Millan lui-même a été formellement démis de ses fonctions d'accusé. Le tribunal a déterminé qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour le tenir personnellement responsable, ce qui signifie qu'il ne faisait plus partie du procès avant que celui-ci n'atteigne sa conclusion. La controverse la plus discutée est peut-être survenue en 2016, après qu'un épisode de l'un des programmes télévisés de Milan ait montré un exercice d'entraînement impliquant un chien agressif et un cochon. Au cours de la séance, le chien a mordu le cochon, suscitant immédiatement des critiques de la part des organisations de protection des animaux et suscitant une inquiétude généralisée dans l'opinion publique. Des plaintes officielles ont été déposées, ce qui a conduit le département de protection et de contrôle des animaux du comté de Los Angeles à lancer une enquête approfondie sur l'incident. Après avoir examiné les preuves disponibles, les enquêteurs ont conclu qu'ils n'avaient trouvé aucune indication de cruauté intentionnelle envers les animaux et l'affaire a été officiellement close sans que des accusations ne soient déposées. Un autre procès civil très médiatisé a suivi en 2017. Une femme nommée Lydia Matisse a affirmé que le chien de Milan Junior lui avait mordu la jambe, lui causant des blessures qui auraient nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Le procès comprenait également des allégations concernant la mort d'un chien qui appartiendrait à l'artiste Queen Latifah. Ces affirmations ont attiré l'attention des médias et ont donné lieu à des examens supplémentaires de la part du contrôle des animaux du comté de Los Angeles et du département du shérif. Après avoir mené leurs enquêtes, les autorités ont de nouveau déclaré n'avoir trouvé aucune preuve de cruauté envers les animaux intentionnels ou de mauvaise conduite criminelle, tandis que le procès civil lui-même a finalement été réglé en privé en 2018 dans des conditions non divulguées. Prises ensemble, ces questions juridiques documentées présentent une image très différente du récit sensationnel de la prison qui a circulé en ligne. Au cours de plusieurs décennies de vie publique, Milan a fait face à plusieurs poursuites civiles est parvenu à des règlements. Dans certains cas, a été licencié en tant qu'accusé dans un autre et a fait l'objet d'une enquête officielle qui s'est conclue sans accusation pénale. Aucun de ces événements n'a donné lieu à une arrestation, un emprisonnement, une condamnation ou une incarcération. Il s'agissait de litiges juridiques ordinaires, du genre de ceux fréquemment rencontrés par des personnalités publiques de haut niveau et des entreprises prospères opérant sous la surveillance constante du public. Les créateurs des vidéos virales des prisons ont transformé ces événements juridiques de routine en quelque chose de complètement différent, grâce à un montage sélectif et une narration fabriquée. Ils se sont largement appuyés sur le fait que de nombreux téléspectateurs ne font pas clairement la distinction entre les poursuites civiles et les poursuites pénales. Parce que le public se souvenait vaguement d'avoir entendu dire que Milan avait été impliqué dans des procès. L'histoire inventée de la prison semblait étrangement familière, presque comme rappeler un souvenir oublié, au lieu de rencontrer un tout nouveau mensonge. Cette astuce psychologique est devenue l'une des armes les plus puissantes du canular.
Pendant des années, une énorme attention publique a été consacrée au débat sur une punition qui n'a jamais existé. Pendant ce temps, l'histoire authentique de César Millan, construite sur des faits documentés plutôt que sur des pièges à clics sur Internet, a reçu beaucoup moins d'attention qu'elle ne le méritait. Ironiquement, les véritables luttes qu'il a surmontées étaient bien plus convaincantes que le récit fictif inventé pour attirer les regards. Son véritable parcours a été marqué par des difficultés de la résilience des sacrifices et une détermination qui ne nécessitait aucune exagération. César Felipe Millan Favela est né le 27 août 1969 à Culiacán, Sinaloa, Mexique. Il a passé son enfance dans la ferme rurale de son grand-père, où les animaux faisaient naturellement partie de la vie quotidienne, et où son lien remarquable avec les chiens est devenu évident bien avant l'âge adulte. Les enfants de la région le surnommaient El Perrero, ce qui signifie le garçon-chien, car il semblait capable d'approcher les chiens nerveux, effrayés ou agressifs avec un calme inhabituel que peu d'autres pouvaient égaler. Plutôt que de le traiter comme un étranger, les animaux semblaient souvent l'accepter presque instinctivement. Même lorsqu'il était jeune garçon, Millan rêvait avec une clarté remarquable de ce qu'il voulait que son avenir devienne. Fasciné par les programmes télévisés américains mettant en scène des dresseurs de chiens professionnels, il a décidé bien avant d'atteindre l'adolescence qu'il voulait devenir le plus grand dresseur de chiens du monde. C'était un objectif ambitieux pour un enfant qui grandissait dans une campagne mexicaine, mais ce sens inébranlable du but est devenu le fil conducteur de toutes les décisions importantes qu'il prendrait dans les années à venir. Même si les circonstances changeaient constamment autour de lui, ce rêve restait étonnamment cohérent. Pour réaliser ce rêve, il fallait abandonner tout ce qui était familier. En 1990, à seulement 21 ans, Millan a traversé illégalement la frontière américaine près de la frontière entre la Californie et le Mexique, avec à peine plus d'espoir et de détermination. L'avenir qu'il imaginait n'a pas commencé avec du succès ou des opportunités. Au lieu de cela, tout a commencé par la survie. La vie en Amérique s'est avérée bien plus dure qu'il ne l'avait imaginé. Incapable de parler anglais couramment, manquant de documents légaux et ne possédant presque pas d'argent, Millan a passé environ 2 mois à dormir sous un viaduc d'autoroute à San Diego. Il acceptait n'importe quel travail temporaire qu'il pouvait trouver, cherchait constamment de la nourriture et luttait chaque jour sans savoir si le suivant lui apporterait la stabilité ou un autre revers. Bien avant de devenir l'un des dresseurs de chiens les plus reconnaissables au monde, César Millan n'était qu'un jeune immigrant luttant pour sa survie, s'accrochant fermement à un rêve qui semblait incroyablement lointain, mais refusant de le laisser disparaître. C'était un jeune homme qui avait abandonné tout ce qu'il connaissait et était arrivé dans un pays qui n'avait aucun cadre pour l'accueillir. Il est arrivé à Los Angeles grâce à une combinaison de détermination et du magnétisme spécifique que les gens qui travaillent auprès des animaux avaient appris à reconnaître en lui. Il a trouvé du travail en toilettant des chiens. Il a trouvé du travail en promenant des chiens. Il a commencé à se forger une réputation à Inglewood et Compton, des quartiers qui avaient peu d'argent, mais où vivaient des gens qui avaient besoin d'aide avec leurs chiens, en faisant ce qu'il faisait depuis son enfance. Entrer dans une pièce avec un animal effrayé ou agressif et rester calme pendant que tout autour de lui devient de plus en plus bruyant. La connexion avec Jada Pinkett Smith a été la rupture qui a tout changé. Elle avait un Rottweiler qu'elle ne pouvait pas gérer. Le nom de Mylène lui est venu grâce à quelqu'un qui l'avait vu travailler. Elle l'a appelé. Il est venu. Il travaillait avec le chien de la même manière qu'il travaillait avec tous les chiens, sans drame, sans élever la voix, avec l'application spécifique d'une autorité calme, qui était chez lui une seconde nature depuis qu'il courait dans une ferme de Culiacán. Elle a été tellement impressionnée qu'elle lui a financé des cours d'anglais, l'a aidé à obtenir un statut juridique et l'a mise en contact avec d'autres célébrités de son entourage qui avaient besoin de son aide. Au milieu des années 1990, il avait fondé la Pacific Point Canine Academy, dressant des chiens pour une liste croissante de clients fortunés à Los Angeles. Il s'était reconstruit passant d'un homme dormant sous une autoroute à quelqu'un qui dirigeait une entreprise légitime au service d'une clientèle de célébrités. Il l'avait fait sans lien avec l'industrie, sans soutien institutionnel et sans aucune des voies conventionnelles dont Los Angeles a normalement besoin. Mais les fondations qu'il a bâties à Los Angeles n'étaient qu'un début. Le véritable tournant s'est produit lorsqu'une équipe de tournage de télévision est arrivée
et a transformé son cabinet privé en un phénomène mondial. Le spectacle qui a tout changé. Dog Whisperer avec César Millan a été créé sur la chaîne National Geographic le 13 septembre 2004. Elle a duré jusqu'en 2012. Il a été diffusé dans plus de 80 pays. Cela a fait de Millan l'un des visages les plus reconnus de la télévision au monde et a transformé sa philosophie spécifique, son énergie calme et affirmé le chien en tant que bête de somme, nécessitant un leader stable en un cadre culturel dominant pour comprendre le comportement animal. Le succès était réel et la controverse qui l'accompagnait était également réelle. Les comportementalistes vétérinaires, les dresseurs d'animaux certifiés et les chercheurs universitaires en comportement animal avaient des objections professionnelles importantes à l'égard du modèle basé sur la domination qui sous-tendait l'approche de Millan. Le consensus scientifique sur le comportement des chiens s'était éloigné des modèles de hiérarchie des meutes en partie parce que les études originales sur les loups, sur lesquelles reposait la théorie de la dominance, avaient été menées en captivité dans des conditions artificielles plutôt que dans des meutes sauvages naturelles. Les critiques ont fait valoir que les méthodes basées sur la domination et reposant sur la correction physique pourraient augmenter la peur et l'agressivité chez les chiens plutôt que de les réduire. Millan a défendu ces méthodes avec la conviction de quelqu'un qui a passé 30 ans à les voir fonctionner dans des conditions qu'aucun environnement de recherche universitaire ne pouvait reproduire. Il a souligné l'écart entre les études contrôlées et la crise réelle d'un chien qui avait déjà mordu 3 personnes, notant que les objections théoriques à son approche n'apportaient pas de solution alternative aux urgences spécifiques dans lesquelles il était appelé. Les critiques de la communauté scientifique et sociale n'ont jamais complètement diminué tout au long de la diffusion de l'émission. L'American Humane Association a officiellement demandé que National Geographic mette fin à l'émission. Des vétérinaires individuels ont publié des lettres ouvertes. Le débat sur ces méthodes est devenu l'une des controverses professionnelles les plus soutenues de l'histoire du dressage des animaux. Non pas parce que ces résultats étaient manifestement nocifs dans les documents documentés, mais parce que son cadre théorique contredisait ce que la communauté des chercheurs comprenait de la psychologie canine. Il a continué à travailler, le spectacle a continué. Et les gens qui avaient été dans les chambres avec lui, qu'il avait vu entrer dans de véritables situations de crise et les changer, ont continué à se présenter dans son coin indépendamment du débat académique. Même si les critiques et les partisans débattèrent de son travail, César Millan a continué. Mais en 2010, la stabilité de cet élan a été interrompue d'une manière que les caméras n'ont jamais pu capturer. L'effondrement personnel. En 2010, l'année après la fin de la diffusion de Dog Whisperer sur National Geographic, la vie personnelle de César Millan s'est effondrée simultanément dans plusieurs directions. Son papa Pitbull bien-aimé est décédé après 16 ans en tant que partenaire de travail le plus important. Papa avait été la démonstration vivante de ce à quoi ressemblait une énergie canine équilibrée, le chien le plus naturellement calme avec lequel Millan avait jamais travaillé, et celui dont la présence avait rendu possible certaines de ses interventions les plus difficiles en modélisant simplement l'énergie que Millan demandait aux chiens effrayés ou agressifs de trouver. Papa était à ses côtés avant que le spectacle n'existe. Sa mort n'était pas un reportage télévisé. C'était la perte d'un ami. Et puis 4 mois plus tard, sa femme Illusion a demandé le divorce après 16 ans de mariage. Ils ont eu 2 fils ensemble. Le mariage avait été le centre privé stable d'une carrière fondée sur la stabilité devant les caméras. Et quand cela s'est terminé, le sol s'est effondré sous lui. Il a tenté de s'automutiler. Il a fait une overdose de pilules. Il avait été retrouvé et hospitalisé et a survécu. Il n'a pas fait ce que beaucoup de personnes dans sa position auraient fait avec cette information. Il a fini par le rendre public, parlant de cette période avec la même franchise qu'il a appliquée à tout le reste de sa vie. Il a décrit avoir sombré dans une profonde dépression, avoir perdu beaucoup de poids, se sentir vaincu et coupable, et incapable de retrouver l'énergie calme, et affirmé qu'il avait passé 30 ans à apprendre aux autres à projeter. Il a déclaré au Tampa Bay Times que cette expérience l'avait rendu plus proche des gens, que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort était devenu réel pour lui d'une manière très spécifique et personnelle. Il a dit que cela l'avait amené à surveiller les signes de dépression chez ses fils et les gens autour de lui avec une attention qu'il n'aurait pas eue auparavant. Il avait vécu ça. Il en parlait pour que les autres personnes qui traversaient cette situation sachent qu'il était possible de sortir de l'autre côté.
Il a choisi de le faire sans médicaments, en combattant la dépression grâce à l'exercice physique et en se remettant au travail qui avait toujours donné à sa vie, sa structure et son sens. Que ce soit le bon choix médical est une autre question. Cela a donné naissance à un homme qui est revenu à son travail, après avoir vécu de l'intérieur le genre de souffrance humaine qu'il aidait d'autres personnes à gérer par procuration depuis 20 ans. Pour beaucoup de gens, ce genre d'effondrement personnel aurait mis un terme à l'histoire. Pour César Millan, c'est le début d'un deuxième acte, un retour. César Millan n'est pas resté à terre. Il a lancé César 911 en 2014 sur Nat Geo Wild, un nouveau format axé sur les interventions d'urgence auprès des chiens en situation de crise extrême. Il a tourné avec César Millan Live, effectuant des démonstrations de dressage de chiens devant un public en utilisant des chiens de refuge en temps réel. Il a construit une chaîne YouTube, une présence sur les réseaux sociaux et une carrière de conférencier mondial. En 2021, il revient au National Geographic avec César Millan Better Human Better Dog, le même réseau qui avait diffusé Dog Whisperer 17 ans plus tôt, ce qui était en soi une déclaration sur la durabilité de sa relation avec cette institution. La nouvelle émission a duré 5 saisons, la saison 5, étant diffusée en août 2024, et s'est concentrée sur le côté humain de l'équation, abordant les modèles comportementaux et psychologiques du propriétaire du chien qui contribuaient aux problèmes du chien. En mars 2025, il a lancé la PAC Leadership Community, une adhésion de coaching virtuel en direct via sa plateforme Training César's Way, proposant des sessions hebdomadaires en direct, directement avec Millan, des questions et réponses en temps réel, et une structure communautaire permettant aux propriétaires d'animaux de se connecter les uns aux autres. Le modèle d'adhésion était une démarche délibérée, visant à créer une source de revenus durable qui ne dépendait pas de la programmation des chaînes de télévision ou des politiques de la société de production. Il s'est associé à XL Brands sur une nouvelle gamme de produits pour animaux de compagnie appelée Trust, Respect, Love de César Millan, un lancement de produits de consommation qui a placé sa marque aux côtés de noms comme Halston et Isaac Mizrahi dans le portefeuille de XL. Il a reçu la médaille d'excellence du Washington Hispanic Caucus en 2023. Il a lancé un podcast intitulé Better Humans, Better Planet la même année. Son site web officiel, à partir de 2026, répertorie les événements intensifs à venir dans son centre de psychologie canine en Californie, avec des dates du 30 avril au 3 mai 2026 pour des expériences de formation immersive de plusieurs jours. Il compte plus de 20 millions de followers sur ses plateformes de réseaux sociaux. Ses honoraires de parole pour des événements d'entreprise et publics sont gérés par All American Speakers, où son profil indique que 2024 a marqué sa 20e année consécutive à la télévision américaine. L'homme qui, selon une vidéo virale, avait été condamné à la prison à vie, était au moment précis où la vidéo circulait, planifié des cours intensifs de dressage de chiens sur plusieurs jours. Publiait du contenu de motivation pour 20 millions de followers et construisait une nouvelle communauté virtuelle de coaching pour les propriétaires d'animaux. Mais alors qu'Internet s'affairait à annoncer une fausse fin, la vraie vie de César Millan se déroulait toujours en temps réel. Au début de 2026, il n'y avait aucune trace de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement. Il est libre, il construit de nouvelles entreprises et il fait exactement ce qu'il fait depuis qu'il a traversé illégalement une frontière à 21 ans, avec rien d'autre qu'un rêve d'enfant et un instinct pour se retrouver dans une pièce avec un animal effrayé. Le coût du canular était réel mais incommensurable. Cela a coûté à ceux qui l'aimaient des heures de véritable chagrin avant de découvrir la vérité. Il a circulé dans des communautés qui n'avaient pas les connaissances médiatiques nécessaires pour vérifier une miniature YouTube et a généré de la confusion et de la détresse pour les familles qui le regardaient depuis 20 ans et pensaient qu'elles venaient de perdre quelqu'un qui leur était cher. La véritable histoire de César Millan, le garçon de Culiacán, l'homme qui a dormi sous une autoroute, l'immigré, qui a bâti une marque mondiale grâce à rien d'autre que son talent et son entêtement. L'homme qui a survécu à une tentative d'automutilation et en a parlé publiquement pour que d'autres puissent savoir que la survie était possible, est une histoire qui mérite toute l'attention du public. Et si vous faisiez partie des millions de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo et ressenti quelque chose avant de découvrir que c'était faux, qu'est-ce que cela vous dit sur à quel point vous étiez réellement investi dans l'homme que la vidéo prétendait enterrer ?
Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.